Jour 1, 07h18, l'immeuble se réveille sans le savoir. Les frigos ronronnent encore une seconde, puis tout s'éteint d'un coup, comme si quelqu'un avait tiré une prise géante. Dans les appartements, on reste immobile, à écouter un silence qui n'existe jamais. Même l'ascenseur, d'habitude bruyant, se tait comme un animal qu'on aurait endormi. À 07h26, les portes s'ouvrent sur le palier. On se croise en pyjama, on se sourit, on lâche des phrases automatiques. Une panne, ça va revenir, c'est sûrement le quartier. À 08h10, les téléphones passent en mode économie, et le Wi-Fi clignote comme un faux espoir. Dans la cage d'escalier, quelqu'un teste l'interphone, et la voix dans le combiné n'est plus qu'un souffle. À 09h, on descend au hall par réflexe, comme si le rez-de-chaussée était le point de vérité. Le concierge n'est pas là, le tableau électrique est fermé, et les boîtes aux lettres ressemblent à une rangée de petites bouches muettes. Une mère dit que la ville entière est touchée, elle l'a lu dans un message avant que ça coupe. Un autre répond qu'il a entendu une explosion au loin. Et déjà, l'immeuble commence à inventer une histoire. À 10h30, la première décision collective naît sans vote. On laisse la porte d'entrée ouverte pour la ventilation, mais quelqu'un ajoute « On va surveiller quand même ». Le mot « surveiller » sonne normal, parce qu'il est encore doux. Personne n'imagine qu'il va devenir une règle. À midi, l'ascenseur est officiellement mort. Une affiche au feutre apparaît, collée sur la porte métallique. HS, ne pas forcer. Au 7e étage, une dame âgée appelle à l'aide, parce qu'elle ne peut plus descendre. 3 voisins montent avec des sacs d'eau, essoufflés, et ils découvrent soudain que l'immeuble n'est plus un confort. C'est une pente. À 15h20, quelqu'un fait chauffer quelque chose au gaz. L'odeur de cuisson monte dans la cage d'escalier comme une annonce involontaire. Sur WhatsApp, le groupe Résidence Les Jasmins se réveille. Un message simple. Vous avez encore du courant chez vous ? Jour 1, 20h05, la nuit tombe plus vite quand il n'y a pas de lumière. Les couloirs deviennent des tunnels et chaque porte fermée ressemble à un secret. On entend un briquet, une bougie, puis un rire nerveux. Dans le noir, les voix prennent trop de place. Jour 2, 06h40, le premier problème n'est pas la faim, c'est l'eau. La pression baisse, puis revient, puis baisse encore, comme un cœur qui hésite. Dans le hall, on croise des habitants avec des packs d'eau qu'ils ont pu acheter hier. Ceux qui n'en ont pas regardent ces packs comme on regarde un coffre-fort. À 08h15, un message WhatsApp circule. La distribution d'eau se fait à l'école à 2 km. Personne ne sait si c'est vrai, mais 10 personnes partent quand même. Le groupe devient un fil de rumeurs. Chaque phrase commence par « on m'a dit que… » et se termine par un silence lourd. À 11h, le bruit change. Avant, l'immeuble était un fond sonore. Maintenant, chaque pas est un événement. Un voisin du 3e se plaint qu'on claque trop fort la porte de l'escalier. Il le dit gentiment, mais dans sa voix, il y a déjà l'irritation de ceux qui ne peuvent pas fuir. À 13h30, la nourriture commence à parler. Les congélateurs dégèlent, les gens cuisinent pour ne pas perdre, et les odeurs s'échappent. Une odeur de poulet rôti au 2e déclenche une discussion dans le groupe WhatsApp. Qui cuisine ? Personne ne répond, et ce silence devient une information. Jour 2, 19h10, quelqu'un propose une réunion dans le hall. On descend avec des lampes torches, des chaises, et une impression étrange de vivre une assemblée de crise. Un homme du 5e, très posé, dit qu'il faut s'organiser. Il parle de tour de garde, de liste des personnes fragiles, et tout le monde acquiesce parce que l'organisation ressemble à un antidote. Jour 3, 07h, la porte d'entrée reste fermée plus longtemps. Pas verrouillée, juste contrôlée, par habitude. On commence à demander « Tu vas où ?» Pas par méchanceté, mais parce que le dehors devient une inquiétude constante. À 09h20, un petit papier apparaît. Merci de ne pas laisser entrer d'inconnus. C'est logique, c'est raisonnable, et c'est ainsi que les règles entrent, par la logique. Au 4e, un couple se dispute à propos d'une batterie externe. Le ton monte, la cage d'escalier amplifie tout, et les voisins se mettent à écouter malgré eux. La claustrophobie n'est pas seulement l'espace, c'est la certitude que tout finit par traverser les murs. Jour 4, 06h30, l'eau coupe pendant 20 minutes. Puis elle revient, mais plus faible. Dans le hall, on installe déjà des bidons. Un voisin dit « Si ça coupe, on sera prêt ». Une autre répond « Si ça coupe, on se battra ». Elle sourit après, comme si elle venait de faire une blague, mais personne ne rit. Jour 5, 12h05, l'immeuble apprend le langage des ressources. On ne dit plus « manger », on dit « tenir ». Sur WhatsApp, quelqu'un poste « J'ai un réchaud de camping, si besoin ». Les réactions pleuvent, des merci, des cœurs et des yeux. Dans la cage d'escalier, l'odeur du réchaud devient une torche invisible. On ne voit pas les flammes, mais on sent qu'il peut cuisiner. Jour 6, 18, un enfant pleure longtemps. Les parents tentent de le calmer, mais le pleur traverse les murs comme une alarme.
Une voisine envoie un message. SVP, un peu de silence, on n'en peut plus. Le mot SVP n'empêche pas la violence du fond. Jour 7, 21h30, la première nuit où quelqu'un dort avec la porte d'entrée de l'appartement verrouillée à double tour, même si c'était déjà le cas avant. Sauf qu'avant, c'était une habitude, maintenant c'est une intention. Dans le hall, un sac de courses disparaît. Un détail, presque rien, mais c'est comme une fissure dans une vitre. Sur WhatsApp, on parle de vol. On ne dit plus perdu ou oublié, on dit vol. Jour 8, 10h10, l'ascenseur devient un symbole. Sa carcasse métallique au rez-de-chaussée ressemble à une promesse trahie. Un voisin propose de stocker de l'eau dans la cage d'escalier pour tout le monde. L'idée est généreuse, donc séduisante. On accepte, et on installe 3 gros bidons au premier palier. Personne ne les garde, parce qu'on croit encore au tout le monde. Jour 9, 0h40, un des bidons est à moitié vide. Personne ne sait qui a pris. Le groupe WhatsApp s'enflamme. On doit mettre un cadenas, on doit faire une liste, on doit contrôler. Le mot cadenas arrive comme une solution technique. Mais un cadenas, c'est une frontière. Jour 10, 17h15, on crée un petit comité dans le hall. 3 personnes, puis 5, puis 7. Ils disent que c'est temporaire. Le temporaire est le manteau qui permet à tout de devenir acceptable. Jour 11, 06h50, les escaliers fatiguent les corps et les nerfs. Monter un pack d'eau au 6e, c'est une punition. Les gens commencent à aider moins spontanément. Pas par cruauté, par épuisement. Un homme du 2e dit « On ne peut pas porter pour tout le monde ». Et pour la première fois, l'entraide a une limite publique. Jour 12, 13h20, les odeurs déclenchent la suspicion. Une odeur de café au 3e fait naître des messages « Vous avez encore du gaz ?» Le café n'est plus un plaisir. C'est une preuve de richesse. Dans les couloirs, on parle plus bas, comme si les murs avaient des oreilles, alors que ce sont les voisins qui écoutent. Jour 13, 19h, une règle est annoncée. Les bidons d'eau seront distribués selon un planning. Un planning, un tableau, des heures. Les gens se sentent soulagés. C'est clair, c'est organisé. Mais l'organisation a un prix. Quelqu'un décide. Une femme demande « Et si je ne suis pas là à l'heure ?» On lui répond « Il fallait être là. » Et la règle vient de naître. Jour 14, 22h10. Un bruit de pas dans le hall. Tard. 2 personnes descendent discrètement avec des bouteilles vides. Quelqu'un les voit depuis le palier, et le lendemain, l'histoire devient « Ils ont pris pour eux ». Une scène floue devient un verdict. Jour 15, 09h30, l'immeuble se divise en étages. Les étages bas se sentent favorisés parce qu'ils montent moins. Les étages hauts se sentent abandonnés. Et dans un huis clos, le sentiment d'injustice est du carburant. Sur WhatsApp, un message tombe. Les gens du 2e prennent plus que les autres. Ce n'est peut-être pas vrai, mais c'est désormais réel dans les têtes. Jour 16, 16h, on installe un cadenas sur le placard du hall où on stocke des bougies et des piles communes. Les clés sont confiées au comité. Le comité devient un point de passage obligatoire, et ce passage crée de la dépendance. Une voisine dit « Heureusement qu'ils sont là ». Une autre pense « On est coincé avec eux ». Jour 17, 07h05, un couvre-feu de l'immeuble apparaît. Pas écrit comme tel, mais dit « Après 21h, plus personne dans les couloirs ». La nuit, les couloirs deviennent un territoire. Et un territoire appelle toujours un contrôle. Un homme rit. On se croirait en prison. Personne ne répond parce que la comparaison n'est pas drôle. Jour 18, 12h50, la chaleur rend l'air lourd. Les appartements sentent la sueur, la cuisine, les poubelles. Les poubelles, justement, deviennent un problème. Le local à déchets déborde et l'odeur s'installe comme un occupant supplémentaire. Le comité annonce des créneaux pour sortir les déchets. Encore un planning. Encore une règle. Jour 19, 18h30, une dispute éclate dans l'escalier. Une femme accuse une autre d'avoir caché des bouteilles. La seconde nie, la première insiste, les voix montent et l'immeuble entier entend. Le huis clos transforme chaque conflit en spectacle public. Sur WhatsApp, quelqu'un écrit « On doit sanctionner les abus ». Le mot « sanctionner » est un pas de plus. Jour 20, 08h15, la première sanction arrive, douce et terrible. On refuse à une famille l'accès aux piles communes au motif qu'ils ont pris trop. La famille proteste. Le comité répond « On protège le collectif ». Et cette phrase « protéger le collectif » devient la clé qui ouvre la porte à l'injustice. Jour 21, 14h01, on commence à noter les entrées et les sorties. Un cahier au hall avec un stylo attaché par une ficelle. C'est pour la sécurité, dit-on. Mais la sécurité, désormais, a besoin de preuves écrites. Les habitants signent comme on signe un règlement intérieur, sauf que cette fois, la règle n'est pas votée. Elle est imposée par l'urgence. Jour 22, 20h40, quelqu'un frappe à la porte de l'immeuble.
Un cousin, un ami, un extérieur, le comité refuse l'entrée. On ne peut pas prendre de risques. L'habitante supplie. Elle dit qu'il est venu à pied, qu'il a de l'eau, qu'il veut juste dormir. Le comité répond « Si on ouvre pour un, on ouvre pour tous ». La porte reste fermée et l'habitante comprend que l'immeuble est devenu une frontière. Pas contre le dehors, mais contre l'humain. Jour 23, 06h20, l'eau coupe définitivement pendant plusieurs heures. Les réserves deviennent la seule source. Les bidons communs deviennent un trésor. Les regards changent d'intensité, comme si l'air était électrique, alors que tout est éteint. Quelqu'un propose de garder le stock. La nuit. On installe une chaise dans le hall, une chaise de garde dans un immeuble qui se prend pour un poste. Jour 24, 11h10, la cuisine devient un crime sans loi. Ceux qui peuvent encore cuire quelque chose le font en secret. Ils ferment les fenêtres, ils bloquent alors la porte de la cuisine, ils réduisent la flamme. Mais l'odeur, elle, ne respecte pas le secret. Une odeur de soupe au 6e déclenche une visite. 2 voisins montent pour demander, puis pour vérifier. Ils sourient, ils parlent de solidarité, mais leurs yeux fouillent. Dans leurs mains, il n'y a rien, mais leur présence est une fouille. Jour 25, 19h30, le comité annonce une nouvelle mesure. Toute cuisson dans les parties communes est interdite. Personne ne cuisinait officiellement dans les parties communes, mais on sait pourquoi la règle existe. Une règle n'interdit pas seulement un acte, elle désigne un suspect collectif. Sur WhatsApp, les messages deviennent plus agressifs. On ne dit plus « peut-être », on dit « c'est sûr ». Jour 26, 09h00, un incident minuscule fait basculer l'ambiance. Une lampe torche disparaît du hall. On interroge les voisins. On demande, mais le ton est celui d'une accusation. Une mère dit « c'est peut-être un enfant ». Le comité répond « ou quelqu'un qui profite ». Et le mot « profite » tue la confiance. Jour 27, 15h40, l'immeuble invente son propre tribunal. On convoque les gens dans le hall, on écoute, on décide. Un homme du premier, très discret, est accusé d'avoir pris de l'eau en dehors de son créneau. Il se défend, il dit qu'il était malade. Le comité hésite, puis tranche, on ne peut pas faire d'exception. Et l'absence d'exception devient une cruauté légale. Jour 28, 21h10, un bruit violent résonne, une porte forcée. Pas celle d'un appartement, celle du local à vélo, des gens du dehors, un voisin. On ne sait pas, et c'est pire que de savoir. Le comité ordonne de verrouiller la porte d'entrée et de ne plus l'ouvrir, sauf autorisation. L'immeuble devient une forteresse, et la forteresse a besoin de gardiens. Cette nuit-là, dans les escaliers, on entend des chuchotements. Chacun pense que l'autre complote. Jour 29, 10h05, les étages se regroupent. Le 6e et le 7e s'organisent entre eux parce qu'ils se sentent dominés par ceux du bas. Ils créent leur propre stock, leur propre réseau. Dans un huis clos, la sécession est facile. Il suffit d'un palier. Sur WhatsApp, 2 groupes apparaissent. Résidence Les Jasmins et Jasmin étage haut. Les mots deviennent des murs, et les murs rendent le conflit inévitable. Jour 30, 07h00, l'immeuble a changé de nature. Ce n'est plus un lieu où l'on vit, c'est un système où l'on obéit. Dans le hall, les affiches se superposent comme des couches d'autorité. Planning, consignes, interdictions, sanctions. Un nouveau papier, plus propre, est affiché. Règlement temporaire jusqu'à nouvel ordre. Le temporaire s'est installé comme un mobilier. À 11h30, le moment exact arrive. Celui qu'on ne voit pas venir parce qu'il est trop simple. Une femme veut monter 2 bouteilles d'eau en plus pour son père. Au point de distribution, on lui dit non. Elle insiste, elle explique, elle montre ses mains vides, elle dit « c'est mon père ». Le comité répond « tout le monde a quelqu'un ». Et ce « tout le monde » efface les histoires. Elle tente de prendre quand même. Une main se pose sur son poignet. Ce n'est pas une gifle, ce n'est pas un coup. C'est pire, parce que c'est calme. C'est la preuve que l'immeuble peut toucher un corps pour faire respecter une règle. Et quand une règle a le droit de toucher un corps, elle n'est plus une règle, c'est un pouvoir. La femme se fige, elle regarde autour comme si quelqu'un allait intervenir, comme si une autorité neutre existait encore. Mais l'autorité, maintenant, c'est l'immeuble lui-même. Et l'immeuble, c'est une foule de voisins qui ont peur. Elle lâche les bouteilles, pas par accord, par défaite. Les bouteilles roulent sur le carrelage du hall, et le son résonne comme un jugement. Au même instant, une rumeur part. Elle a voulu voler. La rumeur traverse l'escalier plus vite que la vérité. Dans la journée, certains évitent son regard. D'autres la regardent trop comme un exemple. Le soir, elle n'écrit plus sur WhatsApp. Elle ne descend plus au hall. Elle reste derrière sa porte comme une personne punie sans procès. Et c'est là que l'immeuble comprend, sans le dire, ce qu'il est devenu. La bataille n'était pas dehors. La bataille était dans les couloirs, dans les odeurs, dans les listes,
dans les bruits qui traversent les murs. Dans ce huis clos, on a cru construire la sécurité. On a construit une micro-société où l'on survit en surveillant. Et quand la lumière reviendra, un jour, l'immeuble rallumera ses lampes. Mais il ne rallumera pas la confiance. Parce que les gens auront vu, de trop près, comment une porte, un escalier et un groupe WhatsApp peuvent suffire à fabriquer une prison.